Salut à tous, c'est Flo Mondoloni. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du bruit sous-marin. Avec nous, Aurore Morin. Elle fait partie de l'association AIFO. Alors AIFO, AIFO, c'est le Fonds international pour la protection des animaux. Et on est une ONG d'envergure internationale qui a été fondée en 1969, à la base dans le but de mettre fin à la chasse commerciale aux bébés phoques sur la côte est du Canada. Et depuis, nos actions se sont élargies puisqu'on est installé dans 15 pays tout autour du monde et qu'on traite de diverses problématiques qui vont de la lutte contre le trafic d'espèces sauvages à la protection de la vie marine et également au sauvetage d'animaux sauvages et à leur réhabilitation et à leur réinsertion dans la nature lorsque c'est possible. Notre mission à nous, en fait, ça va être vraiment de mettre en place des solutions qui vont être durables à la fois pour les populations animales mais aussi pour les populations humaines, pour que ça puisse en fait durer dans le temps et que ce soit bénéfique aux deux. Du coup, voilà, on a vraiment comme objectif final d'avoir une vraie cohabitation harmonieuse entre les animaux et les hommes. C'est quoi la pollution sonore sous-marine ? Jacques-Yves Cousteau décrivait l'océan comme le monde du silence il y a quelques années, il y a 60 ans même. Et aujourd'hui, le milieu sous-marin est devenu intolérablement bruyant à cause des activités humaines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a deux types de bruit à ne pas confondre. Il va y avoir deux formes de pollution sonore. Il va y avoir du bruit qui va être ambiant, continu, mais de moyenne intensité, qui lui va être principalement créé par la navigation commerciale. Donc tous les gros bateaux, les porte-conteneurs, les vraquiers, etc., qui sillonnent la surface des océans 24 heures sur 24, créent cette espèce de bruit, de brouillard acoustique non-stop. Et ça vient en fait principalement des moteurs de ces bateaux, mais également du phénomène de cavitation, qui est en fait l'éclatement des bulles d'air autour des hélices quand elles tournent. Il y a également tout ce qui va être vibration de la coque, bruit d'écoulement du navire sur la surface de l'eau, et ça c'est ce qu'on appelle le bruit ambiant. Et on a également d'autres sources de bruit qui sont, elles, beaucoup plus impactantes, qui sont, on appelle du bruit impulsif, qui va du coup être temporaire, donc de beaucoup plus courte durée, mais de beaucoup plus forte intensité. Donc ça va vraiment être des explosions, par exemple du battage de pieux lors de la construction de technologies d'appareils utilisant les énergies marines renouvelables, comme les éoliennes, les hydroliennes, mais aussi tout ce qui va être sonar militaire, ou encore tout ce qui va être tous les canons à air qui sont utilisés dans le cadre de l'investigation du sous-sol marin. Donc pour tout ce qui est notamment exploitation pétrolière et gazière. Et ça, c'est du bruit évidemment qui va être bien plus fort. Donc les animaux qui sont dans la zone se prennent vraiment des impulsions sonores beaucoup plus fortes et donc ça peut être beaucoup plus grave. Mais ça minimise pas évidemment les impacts du bruit ambiant dont je viens de vous parler, qui elles sont peut-être moins fortes, mais sur le plus long terme, donc c'est encore plus vicieux en fait. Mais c'est pas silencieux sous l'eau ? Alors en fait, la pollution sonore sous-marine, c'est une problématique qui s'est développée, on va dire, depuis une soixantaine d'années, à cause de l'expansion des activités humaines au-dessus et en dessous de la surface des océans, et qui, en fait, ces activités humaines sont extrêmement bruyantes et donc créent du bruit qui perturbe la vie de l'ensemble des animaux sous-marins, puisque l'ensemble des animaux sous-marins se base sur les sons pour vivre et pour mener à bien leur fonction vitale essentielle. C'est vraiment une forme de pollution. Ça perturbe en fait tout leur comportement et tout leur mode de vie. Comment les animaux aquatiques perçoivent le son ? En fait, chaque espèce va évidemment avoir des caractéristiques physiologiques et comportementales différentes, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'ensemble des animaux sous-marins, que ça aille de la grande baleine bleue aux plus petits poissons, en passant par les calamars, n'importe quelle forme de mollusque, les méduses, tout ce petit monde-là, en fait, sous la surface de l'océan, utilise les sons pour survivre, pour mener à bien leur fonction vitale essentielle. Donc, pour communiquer, pour se diriger, pour trouver des partenaires, pour communiquer avec leurs bébés, même pour chasser en fait, pour trouver leur proie, mais aussi pour détecter les prédateurs et pour pouvoir fuir en cas de prédation. Tout ce petit monde-là, ils utilisent vraiment les sons, puisque sous la surface de l'eau, le bruit va avoir tendance à se propager sur des milliers de kilomètres, alors que au niveau de la vision, en fait, il y en a quasiment pas. Ils vivent quasiment dans un univers, ils vivent dans le noir. Par contre, du coup, ils utilisent vraiment le son. Et du coup, le souci, c'est que quand on apporte des sources humaines qui viennent masquer tous les sons naturels en fait de l'océan, ça les empêche de faire tout ça. Donc, du coup, ça va avoir des effets comportementaux sur eux, puisqu'ils vont chercher à fuir, évidemment, les sources de bruit d'origine humaine. Donc, ça, ils vont fuir leurs habitats favoris. Ils vont évidemment avoir moins de chances d'éviter leurs prédateurs, ou leur recherche de proie va être moins efficace.
Ça va évidemment masquer, eux, leurs propres signaux. Donc on a déjà vu par exemple des baleines ou des dauphins essayer de modifier leurs signaux acoustiques pour s'adapter au bruit qui était créé par l'homme. Mais ça a toute une je dirais une foule d'impacts bien plus graves, puisque ça peut aller jusqu'à provoquer des traumatismes physiques à ces animaux, donc des pertes auditives qui vont être temporaires ou voire définitives, mais aussi des lésions qui vont être causées à leurs organes acoustiques. Et dans le pire des cas, ça peut même provoquer la mort de ces animaux, puisqu'on a déjà vu pas mal d'échouages de masse, notamment de mammifères marins, à la suite d'activités humaines de bruit impulsif, donc comme je vous disais, notamment l'utilisation de sonars militaires. Tous ces animaux en fait qui étaient tranquillement en train de vivre leur vie, et il y a eu ces activités humaines qui sont arrivées, qui ont fait du bruit. Et ils ont voulu fuir, et en remontant trop vite à la surface de l'eau, ils n'ont pas respecté en fait les paliers de décompression, et puis ils se sont explosés leurs organes acoustiques, et donc ça a provoqué leurs échouages et leur mort. L'association Clear Seas a enregistré des sons de pollution sonore d'origine humaine sous-marine. Je vous mets un court extrait pour que vous compreniez bien ce qu'on raconte. Sur le site de l'association AIFO, vous pourrez retrouver un magnifique documentaire qui explique les ravages de la pollution sonore sous-marine. Des images magnifiques qui font prendre conscience à la fois. Vous pourrez retrouver le lien en description sous cette vidéo. Mais alors, comment les animaux aquatiques s'adaptent à ce brouhaha sous-marin? Il y a des études scientifiques qui ont prouvé que certains animaux avaient adapté leurs signaux sonores pour justement faire face aux nouveaux brouillards acoustiques imposés par les activités humaines. Donc ça, on va dire que c'est le cas le moins grave. On les force quand même à s'adapter à cause de nous. Mais dans les cas les plus graves, évidemment, quand ces animaux vont faire face à une perte, je dirais, définitive de leur capacité d'audition, dans ce cas-là, en fait, ça les empêche, comme je le disais, de faire toutes les activités inhérentes à leur survie. Donc pour que ce soit chasser ou même communiquer, je dirais une baleine qui est toute seule, perdue dans l'océan et qui est incapable de détecter des proies est vouée à mourir, puisqu'elle ne pourra pas se nourrir, elle va mourir de faim. Ou alors des animaux vont être désorientés, vont se retrouver dans des habitats qui ne sont pas du tout les leurs, donc vont pas pouvoir trouver les proies qui sont normalement à leur menu. Donc du coup, en fait, effectivement, ces animaux sont voués à mourir de faim ou à mourir en fait, dans le pire des cas. Mais alors, comment on peut réduire cette pollution sonore ? Alors, il y a plusieurs solutions qui existent. C'est ça qui est positif. C'est qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui existent pour justement essayer de réduire le bruit qui sont provoqués par ces activités. Si on prend par exemple le bruit de la navigation commerciale, donc le bruit qui est causé par tous les gros navires de transport maritime, la principale solution qui peut être mise en place, alors c'est pas encore le cas, parce qu'évidemment il faudrait une réglementation contraignante qui n'existe pas encore, on y travaille, c'est la réduction de la vitesse des navires. Dans la grande majorité des cas, un grand navire qui va moins vite va être plus silencieux, mais ça a aussi d'autres avantages, parce qu'un navire qui va être moins rapide va aussi réduire le risque de collision, parce que c'est aussi un autre risque pour les animaux marins, pour les grands cétacés, c'est le risque de collision des gros navires avec les baleines, et ça va aussi avoir pour effet de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est très positif, et c'est pour ça qu'on met vraiment en avant cette solution. Mais il y a également la possibilité de rénover les navires les plus bruyants, je dirais, parce qu'il faut savoir que 90% du bruit provient généralement de 10% de la flotte mondiale. Donc en fait, il y a vraiment un tout petite proportion de navires qui sont les plus bruyants et qui suffirait de cibler en effectuant des travaux de rénovation pour les rendre plus silencieux, donc en améliorant la coque, en utilisant des hélices qui ont tendance à du coup être plus silencieuses, adapter le design des navires, etc. pour les rendre plus silencieux. Ça, c'est quelque chose qui peut exister. Et évidemment, la construction de nouveaux navires intégrer ces technologies réductrices de bruit, donc en isolant par exemple les moteurs à l'intérieur de la coque pour éviter de faire vibrer la coque, en utilisant des hélices innovantes, etc., qui sont silencieuses. Tout ça, c'est possible aujourd'hui et ça existe. Et évidemment, il y a plein d'autres technologies qui existent pour toutes les autres sources de bruit. Je parlais des travaux, par exemple des travaux sous-marins. Pour la construction d'éoliennes, il existe par exemple ce qu'on appelle la technologie des rideaux de bulles,
qui sont en fait des espèces de grands câbles installés tout autour du chantier, sous l'eau, qui vont émettre en fait des bulles, qui vont créer des rideaux. En fait, du coup, les ondes sonores vont avoir tendance à être réduites lorsqu'elles traversent ces rideaux de bulles. Et ça, c'est une des technologies qui existent aujourd'hui pour réduire le bruit de tous ces travaux. Mais il en existe plein d'autres. Et les moteurs électriques, ce ne serait pas la solution? Alors, les moteurs électriques vont être, je pense, généralement plus silencieux. Par contre, ça va plutôt concerner la navigation de plaisance, plutôt que les gros navires de transport maritime qui vont être les plus bruyants en fait. Donc du coup, ça va être moins intéressant parce qu'il ne semble pas que ce soit possible d'inclure des moteurs électriques sur les grands navires du style porte-conteneurs ou vraquier. Donc c'est pas une solution qui est en tout cas retenue pour le gros du transport maritime. Mais par contre, pour tout ce qui va être plutôt navigation de plaisance, petits bateaux, je pense que c'est une solution qui peut être retenue. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Et il faut savoir qu'il existe, enfin en tout cas chaque je dirais citoyen lambda peut agir, puisque à la base en fait le commerce, en tout cas pour réduire le bruit, comme je le disais, la majorité du bruit est créé par les navires de transport commercial. Et il faut savoir que le commerce international c'est basé sur la demande des consommateurs à la base. Du coup, chacun en fait peut devenir un consommateur responsable, et du coup chacun a le pouvoir de faire des changements à travers ses habitudes de consommation. Donc, si chacun réfléchissait un tant soit peu en fait à la façon dont ses achats sont produits et surtout transportés, ça pourrait potentiellement avoir un impact sur la réduction de la pollution sonore. Parce que comme ça, en essayant d'acheter les produits qui nous paraissent avoir le moins d'impact possible, qui par exemple sont produits localement, à côté de chez nous, plutôt que d'aller sur Internet, sur un grand site de plateforme en ligne et d'acheter quelque chose qui nous vient de l'autre bout du monde. Pourquoi pas essayer de trouver quelque chose qui serait produit plus localement et qui n'aurait pas eu besoin d'avoir été transporté par bateau. Ça, chacun peut réfléchir à ça et ça pourra faire une différence déjà. Merci beaucoup Aurore, j'ai vraiment adoré cette interview. De rien, merci à toi. Merci à toi de m'avoir proposé cette interview. J'espère que du coup ça intéressera ton public. Eh bien on va leur demander, est-ce que vous avez aimé cet échange? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez voir ce que fait l'association AIFO, ainsi que le documentaire qui est extrêmement intéressant. Ça se regarde comme un bon film sur Netflix. 1 heure d'émotion et de plaisir pour les yeux, mais vraiment. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo. Ça me donne de la visibilité et c'est cool. C'était Fleu Mondoloni et on se dit à plus dans la nature. Ciao!